Bonsoir à tous, chers futuminaires. Une petite vidéo ce soir sur la Fed, en fait, le réunion de la Fed. Également l'inflation, la hausse des taux, peut-être l'arrêt également des programmes d'achat d'actifs, le tapering. Bon, tapering, c'est un terme technique, mais ça veut dire on baisse, on arrête un peu les achats d'actifs, en fait. D'accord? On va voir ça ensemble. Hop, voilà un petit diapositive sur l'impact possible de la politique monétaire de la Fed en 2022. Alors, est-ce qu'il y aura hausse des taux? Ça, c'est vraiment à surveiller pour contrôler l'inflation. Parce que l'inflation aux États-Unis est à environ de 6%, ce qui est très élevé. Donc, pour moi, l'inflation réelle est beaucoup plus élevée. Il faut au moins multiplier par 2, voire 2,5 au moins. Parce que le basket, pour calculer le taux d'inflation, est critiquable, comme en Europe. Alors, quel sera l'impact, en fait, de l'arrêt, justement, du programme de rachat d'actifs? C'est-à-dire que la Fed va injecter de moins en moins d'argent sur le marché. Et forcément, il est possible que la bourse chute. Mais vous pouvez voir que souvent dans ce genre comment dire, de réunions, etc., le marché price déjà, en fait. Le marché anticipe toujours avant. Il est possible que le marché corrige, mais après remonte après. Ça, c'est très dur de calibrer et de prédire l'avenir. On sait tous que la bourse est très très haut, à des niveaux stratosphériques par rapport à l'économie réelle. Et donc, qui dit hausse de taux, ça veut dire quoi, hausse des taux? Si vous haussez les taux, alors vous allez impacter le dollar, d'accord? Et donc le dollar va se renforcer. Donc si le dollar se renforce, euh, l'or va baisser, d'accord? Et donc forcément, en haussant les taux, vous allez, comment dire, ralentir la croissance. Parce que vous allez euh, rarifier la liquidité sur le marché. Et une entreprise, par exemple, qui a besoin d'investir, etc., va investir moins parce que l'argent est beaucoup plus cher, d'accord, lié à la hausse des taux. Vous voyez les conséquences? Donc c'est ça, c'est le problème que la Fed va avoir en 2020. Si elle hausse les taux de manière trop élevée, eh ben, ça risque de faire chuter la bourse et de faire cracher le marché, également l'immobilier, d'accord? Parce que les taux, s'il y a des taux, les gens vont pas forcément avoir les moyens de payer leur mortgage, leur prêt immobilier. C'est ce qu'on a vu en 2008 quand Alan Greenspan a haussé les taux. Et donc forcément, les gens ne pouvaient plus rembourser leur prêt immobilier. On a eu la faillite un peu partout. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de suivre tout ce qui est news, information sur la Fed. Et je sais que le marché, bien sûr, anticipe toujours, hein. Donc j'ai du mal à croire que comment dire, que le marché sera surpris en fait. C'est parce que souvent, maintenant, la banque centrale se travaille avec les banquiers de Wall Street, etc. Donc ils sont au courant de ce que la Fed va faire. Et donc, il est possible que le marché corrige. Ça, je n'ai pas de boule de cristal, mais la hausse des taux ne sera pas, je pense pas, une surprise en fait. Et ça sera pas forcément des hausses des taux hyper élevées. Ça, j'en doute parce qu'il y a beaucoup trop de dettes en fait. Ça risque de créer la panique et la chute de la bourse au niveau mondial également. Donc, j'en doute. Mais la Fed n'aura pas le choix, hein. Il faut à un moment donné quand même qu'il y ait hausse des taux pour contrôler l'inflation. D'accord? Donc comment on va voir après, mais quel sera l'impact sur le marché du Bitcoin? Ce qui est assez dur de prédire, comment le Bitcoin va se comporter lorsqu'il y a beaucoup moins de liquidité et hausse des taux. Il est possible, c'est déjà vu, que le Bitcoin chute également comme à la bourse, suit le Dow Jones. C'est pas corrélé à 100%. Il arrive que le Bitcoin bouge de manière différente, mais il arrive aussi que lorsque le marché, comment dire, la bourse traditionnelle chute, les marchés des cryptos chutent également, d'accord? Ce n'est pas corrélé à 100% parce qu'on a déjà eu des cas.
depuis 2017 que c'est pas forcément corrélé à la bourse. D'accord? Ce n'est pas une science exacte. Hein. Et donc, il est possible que le marché, que Bitcoin corrige également, hein, pour qu'il descende beaucoup plus bas, après remonter après, d'accord? Parce qu'il y aura toujours des acheteurs à des niveaux dans les 30 000, voire même 20 000, 25 000. Donc je pense pas qu'on va corriger beaucoup plus bas. Après ça, c'est mon avis à moi, c'est pas un conseil d'investissement, etc. Mais moi, le très bon niveau que je trouve, ça serait dans les 30 000, 35 000. Ça serait vraiment des très très bons niveaux pour moi. C'est mon avis à moi. Si ça descend plus bas, euh, pourquoi pas faire du DCA long terme, d'accord? Je vous avais déjà expliqué en tant qu'investisseur à long terme, peu importe si ça chute de moins 20, moins 30%, moins 80%, c'est déjà vu. On a vu dans la vidéo précédente. Euh, si vous êtes investisseur à long terme, c'est de détenir à long terme du Bitcoin. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Ça, c'est mon avis. Et si vous le gardez pendant 5 ans ou 10 ans, pour moi, le Bitcoin vaudra 100K, 200K, 300K. Après ça, c'est mon avis. Vous faites ce que vous voulez. Faites-moi un commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Mais honnêtement, d'avoir l'actif Bitcoin à long terme, c'est pas délirant. Dans un environnement avec un taux d'inflation assez élevé en ce moment, avec la planche à billets. Et donc, dans les niveaux, dans les ranges, dans le canal 30-35, pour moi, c'est un très bon niveau d'entrée. D'accord? Comme je vous ai expliqué, d'avoir plusieurs niveaux d'entrée, toujours avoir plusieurs niveaux d'entrée. Jamais mettre tout son cash dans un point d'entrée. D'accord? Avoir au moins trois niveaux d'entrée. Voilà, ça c'est mon point de vue sur le Bitcoin. Sur le Dow Jones, vous voyez le Dow Jones quand même depuis 1 an, 5 ans, ça quand même c'est monté à des niveaux stratosphériques grâce à la planche à billets, l'afflux de liquidité sur le marché. Là, on est dans les 35 506, le Dow Jones. Il est possible que ça corrige plus bas, de 1000 points ou en 2000 points, c'est déjà vu. Avec en janvier 2022, je n'en sais rien. Mais souvent le marché price, d'accord? Le marché price déjà la hausse des taux. Et il est possible que ça chute un peu, après ça remonte après, d'accord? Et donc j'ai du mal à croire que la Fed va augmenter les taux vraiment boom, très 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 élevé comme en 2008. Ça j'ai du mal à croire. Mais bon, je n'ai pas de boule de cristal. La bourse ne m'intéresse pas. La bourse traditionnelle à des niveaux, ce genre de niveau ne m'intéresse vraiment pas la bourse. Voilà. Donc pour les gens qui suivent Dow Jones, le DAX, 440, c'est à eux de prendre leurs propres décisions. Mais moi je suis pas très, je suis pas du tout dans la bourse à ces niveaux-là. D'accord. Concernant le gold, l'or, le problème de l'or, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation sur le prix de l'or. Il y a des articles qui en parlent, hein, c'est officiel. Hein. Il n'y a rien de complotiste, d'accord? Ça sert à rien de dire que c'est un complot. C'est manipulé, ça tout le monde le sait, c'est officiel, via des papiers, des ETF Gold. Et donc forcément, il est dur de prévenir, pardon, de forecast, de prédire, pardon, je n'arrive même pas à parler français, de prédire l'avenir, de prévenir le prix de gold lorsqu'il y aura des hausses de taux. Mais en général, lorsqu'il y a une hausse des taux, le dollar va se renforcer, d'accord? Mais ça va faire chuter l'or. L'or va corriger un peu plus bas, d'accord? Mais étant donné l'incertitude au niveau mondial, etc., mais il est possible qu'après l'or remonte, hein, retape les 2000 dollars, d'accord? Ça, c'est mon avis. Et je n'ai pas de boule de cristal. C'est vrai que c'est pas facile, mais détenir de l'or, un pourcentage d'or dans votre portefeuille d'investissement n'est pas délirant en fait, d'accord? Parce que c'est une valeur refuge et c'est une assurance en cas de crise grave. L'or va monter en flèche s'il y a une crise grave. Et donc c'est toujours bien d'avoir un petit pourcentage. Ça c'est mon point de vue, ce n'est pas un conseil boursier ou d'investissement, d'accord? Et donc en 2008, je crois l'or était dans les 800 dollars, hein. 800 dollars, 900 dollars à peu près. Là on est à 1800. Vous voyez, le problème de l'or, c'est qu'il y a un coût de stockage, c'est pas évident parce que c'est physique, vous voyez, et vous n'avez pas de dividende, d'accord? Mais maintenant, grâce à la crypto, au stablecoin,
il y a des stablecoins qui sont adossés à l'or physique. Et en stakant, en prêtant votre stablecoin gold, le Pax Gold par exemple, vous avez 8% d'intérêt par an. Donc ce qui est pas mal, d'accord? Voilà sur l'or. Alors, sur l'inflation, aux États-Unis, vous voyez là, en ce moment aux États-Unis, il a dans les 6%. Mais ce que les chiffres n'incluent pas, c'est le shrinkflation. En fait, les quantités qui baissent. D'accord? Vous pouvez voir justement dans le PowerPoint, regardez, la quantité, elle a quand même baissé depuis 2014 à 2018. Regardez, on est passé de 232 grammes à 167 grammes. Vous avez perdu 28% de quantité. Le suivant, c'est 200 grammes, et vous passez à 150 grammes. 200 grammes, vous passez à 160 grammes. Ainsi de suite, ça baisse, ça baisse. Et en termes de prix, regardez le prix, 70%. Sneakers, 62%. Vous voyez? Et ça, les calculs officiels d'inflation ne prennent pas en compte. Ne prennent pas en compte le shrinkflation. Et donc, les taux officiels de 6%, pour moi, ce n'est pas très sérieux. Même en France, même en Europe, 2% d'inflation, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Et donc, comment se protéger contre l'inflation? Comment se prévenir contre l'inflation? Comment on va faire? Moi, je vous donne mon avis. J'ai fait un portefeuille de démonstration. Si j'avais 500 000 euros, qu'est-ce que je ferais? D'accord? Alors, je vous donne l'exemple. C'est un exemple à moi. Ce n'est pas un conseil, à vous de faire votre propre choix. Si j'avais 500 000 euros, ce que je ferais pour me protéger contre l'inflation, c'est de staker, faire du staking, prêter mes stablecoins USDC par exemple. D'accord? C'est un stablecoin qui vaut $1. Et USDT également. Et en plus, c'est rémunéré dans les 12% l'année. Alors, vous mettez 100 000 euros en staking, vous avez 12 000 euros d'intérêt. D'accord? Donc 100 000 également de USDT, 12%, ça fait 12 000 euros. Et DAI, c'est une autre stablecoin. 100 000 euros à 12%, ça fait 12 000 euros. Au total, vous avez 36 000 euros de revenus passifs d'intérêt que vous allez recevoir par an, ce qui vous fait à peu près 3 000 euros de salaire par mois, de revenus passifs, juste en staking, en faisant du staking, les gars, en faisant du staking, juste du staking, vous avez 3 000 euros d'intérêt tous les mois. Incroyable, non? Vous voyez la beauté de blockchain et des cryptos, des stablecoins maintenant. Vous n'avez même plus besoin de travailler en fait. Avec 36 000 euros de revenus passifs, voilà. Donc ça vous fait en fait 300 000 euros investis dans les stablecoins. Maintenant, pourquoi j'ai pris Pax Gold? J'ai pas pris le côté physique. Après, c'est à vous de voir. Hein. Ça, c'est un portefeuille de simulation. Pax Gold, c'est du stablecoin qui est adossé en fait à l'or physique, qui est audité hein, officiellement. C'est connu ce stablecoin. 20 000 euros à 8% d'intérêt. D'accord? Avalanche, c'est un projet blockchain, très connu. 30 000 euros dedans, à 17% d'intérêt. Staking. Polygon, 20%. J'ai vu un taux d'intérêt parce que Polygon est très demandé sur le marché. 35 000 euros, je mettrais sur Polygon à 20%. Solana, que j'aime bien, c'est pour ça que j'ai mis Solana. 15 000 euros à 8%. Les 100K restants, je mettrais dans des investissements risqués, vraiment risqués. Essayer de trouver des projets blockchain via les ICO, vous voyez, pas très cher, des tokens pas très chers, et essayer de placer ces 100K dans différents projets blockchain. D'accord? Parce que ces 100K là, si vous tombez sur des bons projets blockchain, ces 100K là peuvent devenir les 1 million d'euros ou 500K facilement, surtout dans le monde de la crypto. Vous voyez? Et donc voilà, ça c'est le portefeuille de démonstration que je ferais si j'avais 500 000 euros. D'accord? Le fait déjà de faire du staking en stablecoin vous rapporte 36 000 euros de revenus passifs. Donc vous n'avez même pas besoin de travailler. D'accord? Et ces 36 000 euros là,
vous pouvez le réinvestir dans d'autres projets, dans des startups, etc. Donc voilà, c'était cette vidéo que je voulais faire en fait sur l'inflation. Et donc très important maintenant de suivre la Fed au mois de janvier là, 2022, parce que je pense qu'il va y avoir un crash à la bourse. Je sais pas quand, je n'ai aucune idée de la date, mais je pense que le marché va corriger. D'accord? Concernant le marché de la crypto, c'est possible que ça suit également la bourse, d'accord, à court terme, mais après ça va remonter, je pense. Voilà, ça c'est mon point de vue. Maintenant revenons un peu sur le marché des Bitcoin. Vous voyez Bitcoin, on est dans le rouge là, -2, là, -2,5, toujours dans le même canal pour l'instant, 40-50. Ethereum qui a dévissé à -3%. On est dans le rouge aujourd'hui, donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire à dire sur le marché de la crypto. Du déjà vu. Et autre chose que je voulais vous montrer, un très bon site, allez voir, qui s'appelle officialdata.org. Ça vous permet en fait de calculer la perte de votre monnaie papier. D'accord? Je vais vous prendre un exemple. 100 dollars en 2000. Parce que 100 dollars en 2000 avait plus de valeur que 100 dollars maintenant. Vous voyez? Parce qu'à cause de l'inflation, votre monnaie papier perd de la valeur. Chaque année, en fait. Chaque année, perd de la valeur. D'accord? Et ceci permet de calculer la perte de votre pouvoir d'achat. Mettons 100 dollars en 2000. On fait le calcul. Voilà, 100 dollars. Regardez. Je vais vous montrer le graphique. Regardez. 100 dollars en 2000. Boum. On arrive à 2021. Et ben votre monnaie a perdu. Regardez la valeur. When 100 US dollars, it's equivalent to the 161.41 over time. Vous voyez, vous avez perdu, je dirais, 61%. 61% de pouvoir d'achat perdu. D'accord? Parce que j'ai mis 100, c'est simple, c'est plus facile à calculer. Mais ça veut dire que la monnaie papier, elle n'est pas stable en fait, à long terme. À court terme, vous avez l'impression qu'elle est stable, mais elle baisse en fait au fil du temps. Plus le temps passe à cause de l'inflation. En plus, maintenant, les salaires ne sont pas indexés. En France, par exemple, les salaires ne sont plus indexés à l'inflation. Et donc, vous perdez du pouvoir d'achat chaque année. Et la hausse des matières premières, comment dire, du pétrole, du sucre, etc., etc. La baisse des quantités également quand vous allez au supermarché. Et donc c'est vraiment, c'est très très dur pour la classe moyenne maintenant qui va être impactée par la hausse de l'inflation liée à la politique monétaire des banques centrales. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, comment dire, se protéger contre l'inflation. D'accord? Se couvrir contre. Beaucoup de gens ne sont pas au courant comment fonctionne le système monétaire, comment l'argent est créé, comment l'argent est injecté dans le système monétaire. Vous voyez, les gens ne se forment pas en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, lorsque vous déposez votre argent en banque, c'est toujours votre argent. Non. Légalement, lorsque vous mettez 100 € dans une banque, ce n'est plus à vous, ça appartient à la banque. D'accord? La banque a une créance envers vous. Mais renseignez-vous, c'est vrai, hein, c'est vraiment vrai. Lorsque vous déposez, l'argent n'est plus à vous. D'accord? Légalement, ça appartient à la banque. Voilà, j'espère que vous avez appris pas mal de choses avec cette vidéo. Passez un très bon week-end à tous. Au revoir.